Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fascinant, le paradoxe de la pensée positive. Alors, on va aller droit au but. Et si on se disait que cette idée qu'on entend partout, la fameuse pensée positive, était en fait contre-productive, voire carrément nocive? C'est une question qui bouscule un peu les idées reçues et c'est ce qu'on va explorer ensemble. L'objectif, c'est simple. C'est qu'à la fin, on reparte avec une toute nouvelle grille de lecture pour comprendre nos émotions, une vision plus claire et surtout beaucoup plus en phase avec notre propre biologie. Une petite précision avant de continuer, c'est important. Tout ce qui va suivre est à but purement éducatif, ça ne remplace bien évidemment pas l'avis, le diagnostic ou le suivi d'un professionnel de la santé. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi la pensée positive se plante si souvent, il faut d'abord réaliser un truc. On n'a pas qu'un seul centre de commande dans la tête. C'est là qu'on découvre qu'on fonctionne en fait avec plusieurs cerveaux. Le premier, c'est le cerveau mental. C'est celui qu'on connaît le mieux, notre petit intello interne. Il adore les mots, la logique, les plans, les idées. C'est lui qui fabrique les pensées du genre « Allez, tout va bien se passer, sois positif ». Et puis, il y a le cerveau du corps. Et là, c'est une toute autre histoire. Lui, les mots, ils s'en fichent royalement. Son langage à lui, ce sont les sensations. La boule au ventre, la gorge qui se serre, le cœur qui s'emballe. Et il n'a qu'une seule mission, une seule obsession, la survie. Et c'est là que le conflit éclate. D'un côté, le mental essaie de raisonner avec de belles phrases. De l'autre, le corps, s'il détecte une menace, même une menace basée sur un souvenir, il n'écoute plus rien. Il déclenche ses propres outils, l'anxiété, la résistance. Essayer de lui balancer une affirmation positive à ce moment-là, c'est comme crier des ordres en français à quelqu'un qui ne parle que japonais et qui est en pleine panique. C'est juste inefficace. Mais on ne parle pas juste d'un truc qui ne marche pas. Ça peut devenir bien plus grave que ça. On entre dans une zone de danger qu'on appelle le contournement de traumatisme. Le contournement de traumatisme, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quand on utilise la pensée positive comme un couvercle sur une cocotte minute pour empêcher une émotion difficile de sortir. On plaque une pensée positive par-dessus une blessure pour ne plus la sentir. Le problème, c'est que ce couvercle est incroyablement fragile. Et voilà le vrai risque. Si ce barrage artificiel vient à céder, et il finit souvent par céder, c'est un véritable raz-de-marée émotionnel. Tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été réprimé, remonte à la surface d'un seul coup. Mettre un pansement sur une plaie infectée ne la guérit pas. Ça ne fait que retarder l'inévitable, et souvent ça aggrave la situation. D'accord, alors on fait quoi ? La solution, ce n'est surtout pas de se battre encore plus fort contre soi-même. C'est de changer complètement d'approche. Il faut arrêter de travailler contre sa biologie et commencer à travailler avec elle. Cette nouvelle manière de faire repose sur 3 piliers. Premièrement, aller à la racine biologique du problème, pas juste en surface. Deuxièmement, apprendre à parler le langage de nos systèmes intérieurs pour négocier avec eux. Et troisièmement, viser un état de bien-être qui soit naturel, pas forcé. Il y a une métaphore très parlante pour ça. Il faut voir ces cerveaux intérieurs, surtout le cerveau du corps, comme des enfants de 5 ans. Face à un enfant terrorisé, on ne lui ordonne pas d'arrêter d'avoir peur. Non, on se met à son niveau, on l'écoute, on le rassure, on lui montre de la compassion. Eh bien, c'est ça l'art de la négociation intérieure. La première étape, c'est d'écouter la souffrance sans jugement. La deuxième, c'est d'accueillir les peurs. Juste dire « Ok, je sens que tu es là, je sens que tu as peur et c'est légitime ». Et enfin, la troisième, c'est de négocier. De chercher à comprendre de quoi cette partie de nous a besoin pour se sentir en sécurité. Le but ultime, ce n'est donc plus de se forcer à être heureux. C'est de retrouver un état de calme, de paix et de légèreté. On peut l'appeler CPL. C'est notre état par défaut, notre réglage d'usine, quand une vieille blessure n'est pas réactivée. Si on ne ressent pas ça, c'est juste un signal que le passé s'invite dans le présent. Très bien, maintenant que les bases sont posées, comment on met ça en pratique concrètement ? Voici un plan d'action simple à suivre. La prochaine fois qu'une émotion difficile se manifeste, voici la nouvelle routine. D'abord, on identifie. Si ce n'est pas du calme, de la paix ou de la légèreté, on se dit « Ok, c'est un écho du passé ». Ensuite, au lieu de le chasser, on écoute. On peut juste se demander « Quel est ton message pour moi ?» Et enfin, on négocie. On accueille cette émotion avec bienveillance. C'est comme ça qu'on reconstruit le dialogue et la confiance à l'intérieur. C'est ça, le vrai changement de paradigme. On arrête de se faire la guerre. On arrête de se manipuler. On se dote enfin des outils pour collaborer avec les différentes parties de soi. C'est une approche tellement plus respectueuse et surtout plus durable.
Et pour finir, une question à garder en tête. De tout ce qu'on vient de voir, que ce soit l'idée des cerveaux multiples, le danger du contournement ou l'art de la négociation, quelle est l'idée qui pourrait, en premier, changer la manière de réagir à ses propres émotions ?